Le coût irrécupérable, c'est on n'a pas le droit de gâcher. Donc je vais au théâtre dans l'année, voilà, ça coûte tant. Et puis ils arrivaient en proposant des réductions à des gens en disant bah c'est un bon jour pour vous, ça va vous coûter 50% de moins. Ah bon super, etc. Voilà. Ils enregistraient les noms et puis ils voyaient sur l'abonnement au théâtre combien les gens étaient venus dans l'année voir les pièces de théâtre. Ceux qui avaient payé plein tarif, ils venaient 4 fois sur 5. Ceux qui avaient payé avec réduction, ils venaient 3 fois sur 5. Parce qu'il faut amortir. Parce qu'il faut amortir, voilà. On l'a tous fait. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et sur les marchés, ça traduit comment Alors, quand ça, on investit ses sous? Ah ben ça c'est tout à fait évident. Parce qu'on veut bien se moquer des administratifs. Bien sûr. Mais nous, nous qu'est-ce qu'on en prend des coûts irrécupérables? Didier Darcet, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Il y a un sujet qui est vraiment intéressant, je pense, à discuter, c'est ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. Donc, par exemple, démarrer avec un exemple, puis on parlera. Admettons dans un service de l'État qui dit entre Paris et Lyon, il faut faire une route pour relier Paris et Lyon. Bon, ils mettent tout en branle, ils dépensent 10 millions d'euros, ils commencent à faire la route. Et puis il y a un gars qui arrive et qui dit j'ai une meilleure idée. Si on fait un train, ça va marcher mieux et ça va coûter moins cher. Alors le projet à la base, il devait coûter, je sais pas moi, 50 millions. Et puis on a déjà dépensé 10. Donc on a mis 10 millions, on a dépensé 10 millions. Et le gars il dit ouais non mais moi avec mon train ça en coûte 30. Donc ça veut dire que non seulement la voie la plus raisonnable, c'est de dire bah écoutez on s'assoit sur la route là, on lâche les bulldozers, machin, on a perdu 10 millions, mais on en dépensera 30 de plus, donc au final on en aura dépensé 40 en faisant le train, et si on fait la route, on en aura dépensé 50 pour aller moins vite. Et ben étrangement, et ça moi je l'ai vécu, alors je faisais pas des autoroutes, je faisais des bâtiments, mais quand vous allez voir votre chef en disant il faut s'asseoir sur X millions parce qu'on a un truc moins cher, en gros on a fait une connerie. C'est reconnaître sa connerie. Oui. Ou c'est même pas une connerie, mais entre-temps, il y a eu quelque chose de mieux. Et ben le chef, il dit, tu sais quoi? À 50 millions, à quand même faire la route, parce que je sais pas expliquer à mon chef pourquoi on a dépensé 10 millions dans le vent. C'est quoi ce mécanisme psychologique qui est prêt à nous faire craquer 10 millions pour le fun? Ça a été étudié en psychologie, sur les biais cognitifs. Et sur les marchés, on est à plein dedans. Ah, on est en plein dedans, bien sûr. On va rigoler avec ça, bien sûr. Ah, bien sûr, ça a été utilisé ça a été des recherches des grands psychologues de comportementaux, Kahneman et Tversky. Ça a été étudié vachement par Arx et Blumer, qui ont été deux psychologues qui ont vachement étudié ça et qui ont eu, ils prennent des exemples qui sont tout à fait dans le cadre de ce que tu dis, c'était très amusant. Alors attends, il faut essayer de me souvenir un peu. Il y avait un qui était lié au fait que, voilà, tu as acheté 2 week-ends de ski. Ils avaient fait ça dans un rapproche. Un week-end de ski, qui t'a coûté $300, c'était aux États-Unis, et un autre qui t'a coûté $100. Et puis tu te rends compte que ça tombe le même jour, tu t'es trompé alors que tu voulais les décaler de quelques semaines. D'accord ? Et en fait, tu préférais aller à celui qui est à $100 parce que c'était pas une question de prix, c'est que ça te plaisait, etc. Et tu te rends compte que tu dois faire un choix entre quelque chose que tu préfères à $100 ou un truc que tu préfères pas mais qui t'a coûté $300. Et ils se rendaient compte que tu avais plus de 50% des gens qui choisissaient d'aller au truc de $300. Alors que ça n'a aucun sens puisque comme tu dis, coût irrécupérable, j'ai déjà perdu, ça change rien. Ça c'était un exemple. Et il y en avait un autre, je me souviens, qui avait dit qu'il était très bien. Puis ensuite, je dirais des choses très sérieuses, qui bosse aussi avec le monde entier, sur leurs études, sur les questions de normes aussi, très intéressant. L'autre exemple qu'il donnait, c'était des pièces de théâtre. Donc, abonnement au théâtre dans l'année. Donc, je vais au théâtre dans l'année, voilà, ça coûte tant. Et puis, ils arrivaient en proposant des réductions à des gens en disant, c'est un bon jour pour vous, ça va vous coûter 50% de moins. Ah bon, super, etc. Voilà. Ils enregistraient les noms et puis ils voyaient sur l'abonnement au théâtre combien les gens étaient venus dans l'année voir les pièces de théâtre. Ceux qui avaient payé plein tarif, ils venaient 4 fois sur 5. Ceux qui avaient payé avec réduction, ils venaient 3 fois sur 5. Parce qu'il faut amortir. Voilà. On l'a tous fait. Donc, le forfait de ski à la journée, on y va toute la journée. Absolument. Le coût irrécupérable, c'est le truc impossible. C'est-à-dire, c'est la même chose en finance, on en parlera. On a exactement ces problèmes-là. Et c'est complètement ancré en nous. C'est la révision des croyances. Moi, ce que je crois sur cette histoire-là, c'est que, fondamentalement, ça vient d'un truc anthropologique, ça.
Ça veut dire, ça vient de la nourriture, je pense. C'est-à-dire, finis ton assiette. Ah bah tu finis ton assiette, sinon tu vas pas te coucher. Mais pourquoi est-ce qu'on demande à un enfant de finir son assiette alors qu'il n'a plus faim? C'est un coût irrécupérable, parce que de toute façon c'est le même concept. Le coût irrécupérable, c'est on n'a pas le droit de gâcher. C'est pas bien de gâcher. Parce que si on arrête la route quand elle a fait 10 millions et qu'on fait autre chose, on a gâché 10 millions. Et c'est pas bien de gâcher. Voilà. Hein, c'est ça. Ouais. Alors que même ce serait intelligent de gâcher. Il vaudrait mieux se dire, ok, j'ai fait une erreur, j'ai gâché, mais ça n'est pas bien de gâcher. Je coupe mes pertes. Voilà. Voilà, c'est pas bien. Et à mon avis, le concept, il vient de la nuit des âges. C'est-à-dire que ça veut dire que il faut finir son assiette. Ça n'est pas bien de gâcher. Parce que même si t'as plus faim, tu termines ton truc là, hein, parce que t'es pas sûr qu'il y aura à manger encore dans les 5 jours qui viennent. Donc il vaudrait mieux que tu te fasses un peu de graisse là-dessus, parce qu'on sait jamais, c'est une question de survie. Et tu regardes des lions qui s'attrapent un zèbre, eh ben ils vont le bouffer jusqu'à avoir plus. Mais franchement, tu te demandes comment ils font, mais c'est hallucinant. Ensuite ils dorment comme ça pendant 3 jours. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont évidemment plus faim à un moment donné, c'est évident. Mais ils vont tout terminer dans la carcasse, à moins qu'il y ait des hyènes qui viennent les déranger. C'est pas bien de gâcher. Donc, à mon avis, c'est pas bien de gâcher, c'était une condition de survie au départ. Et ensuite, ça a été repris dans les mythes, ça a été sécularisé, ça a été pris dans la religion, qui a repris ces mythes, et qui te transmet aux enfants, c'est pas bien de gâcher. Et ça, c'est quand même assez clairement le cas, hein. C'est-à-dire qu'on enseigne à nos enfants de ne pas gâcher. Parce que c'est pas bien de gâcher. Et comme c'est tellement dans la tête, quand on est confronté ensuite à un phénomène qui n'est pas une question de, comment dirais-je, rationnelle, économique, etc., ben il nous reste, c'est pas bien de gâcher. Et donc on te dit mais c'est complètement idiot ce que tu dis, mais oui, mais c'est pas bien de gâcher. Et ça reste, mais ça biaise complètement les décisions. Et t'as raison, ça fait prendre de très mauvaises décisions. Et ça fait prendre des mauvaises décisions incroyables. Et justement, ce Blumer et Arx, ils ont continué leurs études jusqu'en 2000. J'avais vu un truc des années 2010, etc. Ils avaient étudié toutes les questions de normes ISO. Les normes ISO de fabrication, tu vois, donc, la création de normes reconnues internationalement pour dire que le processus de fabrication est propre, voilà, ce qu'ils appellent les best practices, la meilleure façon de faire les choses, etc. Des tas de pays dans le monde se mettent d'accord pour dire, ok, si on fait les choses comme ça dans tel processus, on va dire que c'est ISO. Voilà, ISO. Alors donc ça veut dire que c'est parfaitement fait, comme ça on reconnaît ceux qui font bien les choses. Donc c'est de la production de normes. La production de normes, ce qu'ils disaient dans l'intro, absolument génial de leur papier, c'est le problème, c'est que la production de normes, ça produit des coûts irrécupérables. Parce que quand tu commences à bosser pour produire des normes, t'as intérêt que ta norme soit publiée. Hein. Parce que si ta norme n'est pas publiée, coût irrécupérable. Hein. Eh oui. Et donc tu as des tas de pays qui rentrent au fil du temps, tu vois, dans ces processus-là, mais c'est des dizaines, des centaines, enfin, je sais pas, il y a peut-être pas des centaines de pays, mais enfin, des dizaines et des dizaines. Donc, il y en a 300 des pays. 300, donc voilà, au maximum, donc c'est voilà. Mais ça se répand mondialement. Et ce qui se produisait, ce qui remarquait, c'est que ceux qui étaient rentrés les plus tôt dans le processus de fabrication des normes étaient ceux qui voulaient à 85% signer le truc final. Parce que ça n'était pas question de ne pas signer ce truc-là. Parce qu'ils avaient un coût irrécupérable. Ça fait 10 ans qu'on Ça fait 10 ans qu'on bosse sur ces normes. Ça fait 10 ans. Alors que même si la norme était mauvaise, hein, même s'ils reconnaissaient qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été abordées, qui mettaient même en péril tout le truc du norme. Ouais, non, bah attends, non, on veut signer. Donc, coût irrécupérable. Et ça, c'est tout à fait correct. C'est un biais cognitif qui est un biais psychologique. Sur les marchés, ça traduit comment quand on investit ses sous? Ah ben ça, c'est tout à fait évident. Parce qu'on veut bien se moquer des administratifs. Bien sûr. Mais nous, qu'est-ce qu'on en prend des biais des coûts irrécupérables? Et ça, c'est un truc terrible dans les marchés. Dans les marchés, ce qui est très difficile, c'est que si tu es vraiment fort, tu es capable de revenir tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas quand tu regardes ton portefeuille ou tous les mois, totalement neutre. Sans coût irrécupérable dans la tête. Si tu es capable de faire ça, ça veut dire que tu te dis, bon, je regarde aujourd'hui ce portefeuille, qui est celui que j'ai, en l'occurrence, et je vais regarder rationnellement si je suppose que je n'ai rien, en fait, que j'ai que des liquidités, est-ce que j'investis bien dans ce portefeuille-là? Si tu es capable de penser en ces termes, ça veut dire que tu oublies tous les phénomènes de coût irrécupérable. Et là, tu es très fort. T'es très fort parce que ce qui se produit, c'est que le fait qu'il y soit monté avant ou qu'il ait baissé avant, c'est-à-dire d'histoire de coûts, de gains irrécupérables, enfin, a une influence considérable sur la façon dont on réfléchit, sur son portefeuille. Et c'est tout à fait mauvais. C'est tout à fait mauvais parce que c'est pas parce que ça a monté que ça va continuer de monter, c'est pas parce que ça a baissé que ça va pas remonter, etc. Moi, j'ai vu des traders dans mes équipes
rester collé avec des positions pendant des mois et des mois, se battre en perdant leur culotte, en disant, et je leur disais mais coupe ton truc, tu vois bien que ça disait mais non, t'imagines, j'ai déjà perdu tellement là-dessus. Bah, qu'est-ce que ça veut dire d'autre que ça? J'ai tellement perdu là-dessus, que j'ai mis tellement d'argent et d'efforts dedans que je ne peux pas couper ma position parce que c'est un coup irrécupérable. Et ben voilà. Et donc ça bloquait complètement jusqu'à la fin. Donc non, c'est très 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 sérieux ça. La capacité d'aller. Et c'est pour ça que regarder le portefeuille d'un autre, c'est plus facile que de regarder le sien. Ben oui. C'est beaucoup plus facile parce que tu peux regarder très objectivement. C'est pour ça aussi qu'avec ce qu'on fait ensemble sur Nestor, l'avantage quelquefois de trucs qui sont automatisés, c'est qu'il n'y a aucune question de coût irrécupérable ou pas. Quand il te dit vend et que t'es pas capable d'expliquer pourquoi il faut garder, c'est que... Il t'a dit achète le mois d'avant, il te dit mais vends, mais ça ne cause aucun problème de métaphysique là. Voilà. Après, le seul truc qu'on a fait, nous, c'est donner de l'inertie, parce que sinon, sur les marchés, avec les frais, tu te fais défoncer. Non, mais bien sûr, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, il est très très difficile à titre personnel de dire mais bien sûr, messieurs, achetez les actions, et le mois arrivé en disant mais vendez tout, vous êtes fous quoi. C'est très difficile. Alors que un système qui est neutre, c'est l'outil. C'est l'outil, ben on est un peu confronté à ça et on se dit mince, alors lui au moins il a la chance de ne pas être gêné de ces coûts irrécupérables. Cette histoire de coûts irrécupérables est fondamentale dans la gestion de portefeuille car c'est excessivement difficile de prendre une perte. Il faut aussi se rendre compte que nous avons des seuils de résistance à la douleur. Par exemple, Charles Gave me disait récemment qu'en ce qui le concerne, il sait qu'au-delà de 20% de perte sur un portefeuille, c'est un seuil très difficilement supportable pour lui. Dites-vous bien que quelqu'un comme Warren Buffett est capable de voir rougir son portefeuille jusqu'à moins 50% sans remettre en cause sa stratégie. Dans ces situations, nous avons tendance à mettre en place ce que j'appelle des gris-gris mentaux pour rendre cette douleur supportable. Par exemple, on se répète « pas vendu, pas perdu ». Ou alors on se dit que notre position qui était de court terme sur quelques jours à la base, finalement c'est un investissement de long terme, histoire d'espérer se refaire. Dans ces deux exemples, ces histoires que nous nous racontons à nous-mêmes ont pour objectif de nous justifier et de nous rassurer. Ces justifications sont d'autant plus trompeuses qu'elles peuvent devenir vraies dans l'avenir. Nous avons tous eu de la chance à un moment ou à un autre, et dans un marché structurellement haussier, la tendance peut nous sauver la mise de façon régulière en nous permettant de nous attribuer tout le mérite. Le fameux « je le savais » ou « finalement je ne me suis pas trompé ». Pour autant, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde est un génie dans un marché haussier, mais c'est lorsque la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent sans maillot de bain. C'est pour cela que Didier parle de Nestor et de l'importance de se mettre des règles. Nestor, c'est notre plateforme en ligne par abonnement que nous développons avec Gavekal Intelligence Software. Par exemple, nous avons un indicateur de sentiment de marché qui s'appelle l'indice des maçons. C'est un indicateur avancé sur le sentiment haussier ou baissier des marchés. Il est construit de façon documentée et automatique. On en a fait une vidéo avec Didier ici. Bien, si vous vous donnez pour règle de suivre cet indice des maçons, alors vous aurez une règle de décision claire. Lors des gros mouvements de baisse, il vous permettra d'éviter les grosses chutes comme en mars 2020. Dans ce cas, vous serez très content. Et puis, il y aura aussi des faux signaux de temps en temps, comme fin octobre 2020. Dans ce cas, vous pouvez vous dire que ce n'est pas votre faute car vous avez suivi la règle. En ce qui concerne l'efficacité de cet indice, il ne gagne pas à tous les coups, car ce n'est pas du maraboutisme. Mais vous voyez que sur la longue route, vous faites 2 fois mieux que le marché dans l'exemple du S&P 500. Attention, l'échelle du graphique que vous voyez est logarithmique. Dit autrement, elle écrase les courbes. Nous ne savons pas si ce modèle fonctionnera aussi bien dans l'avenir, bien que nous soyons confiants. Mais en tout cas, nous mettons toutes les chances de notre côté en neutralisant nos émotions qui ne sont pas de bons conseils en termes d'investissement sur les marchés. Si vous voulez vous abonner à Nestor, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Tout cela pour dire qu'en matière de gestion sur les marchés, le mieux est de ne pas compter sur sa force mentale ou mindset, car les marchés sont conçus pour nous torturer et nous mettre face à nos faiblesses. Il est préférable d'établir une stratégie et de s'y tenir aveuglément tant que l'on pense que le raisonnement fondamental est le bon. Ce n'est pas simple et c'est pour cela que nous concevons des outils dans Nestor et que nous vous expliquons les raisonnements qui sous-tendent ces outils dans la lettre d'investissement, la stratégie grand angle. Une autre façon aussi de penser les coûts irrécupérables, ça c'est vraiment dans un domaine très poussé, c'est la question des révisions des croyances.
Donc ça, c'était quelque chose d'énorme, ça, la révision des croyances. Et ça rentre aussi dans ce champ d'études qui a été assez peu étudié d'ailleurs, un petit peu mathématiquement, mais pas tellement, c'est très compliqué. La révision des croyances. Comment révise-t-on nos croyances? Parce que réviser une croyance, c'est effondrer tout un édifice. Or, on voit le monde à travers des projections mentales, des autres, de nos rapports aux autres. Et réviser une croyance, c'est pas simplement une croyance pour soi. C'est réviser un statut, c'est réviser une position sociale, c'est réviser la façon dont les autres vous regardent. Et c'est terrible, c'est terriblement destructeur de réviser ça. Donc, le coût irrécupérable, c'est aussi toute la structure qui a été construite dans laquelle les gens se regardent, etc., etc. Si vous avez confiance en quelqu'un et puis il vous dit quelque chose et puis en fait il vous dit 3 jours plus tard, écoute, je te dis exactement l'inverse, excuse-moi. Alors que ça pourrait être au contraire une preuve d'incroyable intelligence, de se rendre compte qu'il s'est trompé parce qu'il y a une information nouvelle ou quelque chose qu'il n'avait pas perçu, capable de se dédire complètement. Mais dans la vie courante, ça fait peur. En disant, mais attends, mais quand il me dit un truc, il peut me dire le contraire 3 jours plus tard, donc je ne le crois pas. J'ai besoin de stabilité dans mon groupe social, j'ai besoin de stabilité. Et donc, révision des croyances, tellement dur. Après, j'avais écrit un papier là-dessus en expliquant que se construire un système de croyances, c'est très consommateur de temps et d'énergie. Parce qu'il faut tout réfléchir, faut se remettre en question, donc ça se fait pas en 5 minutes. Alors qu'un ordi, lui, il le fait en 5 minutes. Et remettre en cause ce système, si on le faisait tous les jours, on passerait notre temps à faire que ça. Ouais. Et on passerait pas notre temps à l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on n'est peut-être pas aussi conçu intellectuellement parce qu'on n'a pas la ressource. Ouais. Mais la ressource de calcul, j'ai envie de dire, enfin le temps, la capacité à tout penser pour le faire. Ouais. Non, je rigolais parce que quand tu as commencé à dire ça, je me suis dit, je sais comment il va m'avoir. Il va me dire, eh ben, cette construction lente de ces systèmes de croyances, c'est un coût irrécupérable. Ce qui est juste. T'as tout à fait raison. C'est un coût irrécupérable. Ça met énormément de temps de se construire un système de croyances à peu près stable qui vous satisfait dans des tas de domaines. Si on l'utilise pas. Et si on l'utilise pas, s'il faut tout remettre en question, repartir à zéro, ça fait mal. Ouais. Ça fait du mal. Donc tu as tout à fait raison. On est obligé on se construit. Et c'est peut-être ça, les révisions des croyances. Je sais pas s'il faut 6 mois pour te construire ton système de valeurs. J'en sais rien, moi. En réfléchissant intensément tous les jours, pourquoi, dans quelle étagère. Voilà. C'est plus que 6 mois, mais. Allez, 2 ans. Bon. Ouais. Tu peux pas le remettre en cause tous les jours puisqu'il te faut 2 ans pour le faire. Bien sûr. Donc, tu vois, on a une limite. Alors qu'un outil, une fois que tu lui as rentré les paramètres, il te dit que c'est vert, il te dit que c'est rouge. Hein. Bien sûr. Lui, il s'en fiche. Hein, ça lui prend. Non, mais c'est très intéressant cette histoire de système de croyance. En fait, de coûts irrécupérables. Je pense que ça peut être vraiment creusé dans énormément de situations financières, bien sûr, mais décisions politiques, etc. C'est évident. Réviser une croyance, admettre qu'on a fait, pas forcément fait une erreur, mais que les circonstances ont changé, donc on change radicalement sa position. Même en gardant le même modèle. En gardant le même modèle, c'est pas facile, c'est très très difficile. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où globalement l'humain peut se faire aider de l'outil. Oui. Parce que humainement, on sait qu'on peut pas le faire, parce que c'est trop dur. Ouais. Et du coup, quand j'entends des discours en disant changez votre mindset, votre mindset à mon œil, il y a des choses qui nous sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Ouais. Et alors que si on se fait aider d'un outil. Globalement, il nous économise 90% du boulot et puis nous, il nous reste 10% d'intelligence pour la peine à questionner est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Absolument. Mais en tout cas, les 90% du taf, ils ont été faits. Je suis d'accord, d'un outil ou d'une autre personne. Ou d'une autre personne parce que il y a des moments où c'est trop dur à titre personnel d'admettre sa révision de croyance ou de la faire vivre aux autres. C'est les nerfs, docteur. C'est trop dur et donc passer la main à quelqu'un d'autre en disant écoute voilà c'est toi qui vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de ça parce que moi j'y arriverai pas. C'est aussi une façon de reconnaître qu'on n'y arrivera pas, qu'on aura du mal, les coûts irrécupérables étant trop forts, on va le passer à quelqu'un qui n'a pas de coûts irrécupérables en disant il prendra mes meilleures décisions que moi. Donc c'est admettre en fait sa faiblesse et c'est passer la main. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.